Bienvenue à cette exploration filmique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sacré morceau. Un film qui continue de faire parler et de nous retourner le cerveau. Tenet de Christopher Nolan. Ah oui, Tenet. C'est plus qu'un film, c'est presque une énigme à ciel ouvert, non? Exactement. Une sorte de labyrinthe où le temps lui-même est le grand manipulateur. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est d'essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble. On va essayer de voir Tenet pas juste comme un puzzle compliqué, mais plutôt comme un miroir brisé, tu vois, qui reflète le temps de manière éclatée. J'aime beaucoup cette image du miroir brisé. Ça correspond bien à l'effet que ça produit. On va parler de l'obsession de Nolan pour le temps, évidemment, et surtout de cette fameuse inversion temporelle, comment il s'en sert. On verra aussi comment le genre, le film d'espionnage, lui sert de cadre, en fait, pour explorer des idées beaucoup plus abstraites. Oui, une sorte de cheval de Troie conceptuel. C'est ça. Ouais. Et bien sûr, on va s'arrêter un peu sur les personnages. Ouais. Le protagoniste, son nom, Sator, l'antagoniste, et puis Kat, qui est un peu le cœur émotionnel peut-être. Absolument, elle est cruciale. Et on touchera aussi à ces concepts un peu ardus comme l'entropie, mais vus comme des métaphores sur le destin, tout ça. Et puis, l'expérience que ça représente pour nous, les spectateurs, pourquoi ça crée autant de débats, en fait. Oui, pourquoi ça divise autant? Voilà, prêt à plonger là-dedans? Carrément. Alors, cette idée de miroir brisé, c'est une très bonne porte d'entrée, je trouve. Ça suggère que le but, c'est peut-être pas de tout recoller parfaitement, mais d'accepter qu'on n'aura qu'une vision fragmentée. Accepter le chaos, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Le film nous met face à une réalité où la cause et l'effet, c'est plus une ligne droite. L'inversion temporelle, c'est pas le voyage dans le temps classique. Là, on vit littéralement à rebours. C'est ça. On agit à l'envers pendant que le reste avance. Une balle qui rentre dans le pistolet, un mur qui se reconstruit, c'est très visuel, très physique. Exactement, c'est physique. Et c'est ça qui est fascinant et perturbant. Ah oui, au premier visionnage, on essaie de suivre une logique, mais le film nous la retire constamment sous les pieds. On voit des effets avant les causes. C'est ça. Des personnages qui semblent connaître le futur parce qu'ils l'ont déjà vécu, en sens inverse. Pfiou, ça demande un effort. Ah oui, un effort certain. Et c'est là qu'on voit la patte Nolan, sa cohérence. Il n'arrête pas d'explorer le temps sous toutes ses formes, c'est vrai. Memento, Inception, Voilà. fragmenté dans Memento, étiré, superposé dans Inception, lié à l'émotion dans Interstellar, différentes temporalités dans Dunkerque. Chaque fois, c'est une nouvelle approche. Et avec Tenet, il va encore plus loin. Le temps devient matière, il est réversible. Ce n'est plus juste le décor, c'est l'arène elle-même. Et ça nous oblige, nous, spectateurs, à désapprendre nos habitudes. On n'est plus juste en train de suivre une histoire. Non, on doit déchiffrer les règles du jeu en même temps qu'on joue. Et pour nous aider, si on peut dire, il utilise le film d'espionnage. C'est malin, ça. Le protagoniste super classe, sans nom, qui doit sauver le monde. Oui. D'un méchant russe très, très méchant, très riche. Des scènes d'action partout dans le monde. Ça, on connaît. On connaît très bien. Et c'est fait exprès. C'est le cheval de Troie dont on parlait. Un emballage familier presque, confortable, pour nous faire avaler des concepts super déstabilisants. Mais très vite, on comprend que l'enjeu, c'est pas juste une mallette ou un plan secret. Non, ça va plus loin. Les vraies questions, c'est est-ce qu'on peut croire ce qu'on voit? Si le temps lui-même triche, comment on fait confiance, comment on tisse des liens quand passé et futur se mélangent comme ça? Les fameuses pinces temporelles, c'est un bon exemple de ça. Exactement. Une équipe avance, l'autre recule, elles opèrent ensemble. L'info circule pas linéairement, la stratégie devient un casse-tête en 4 dimensions, quoi. C'est vertigineux comme idée. Et au milieu, il y a ce protagoniste. Justement, le fait qu'il n'ait pas de nom, pas vraiment de passé, ça le rend un peu universel. Ou peut-être un peu froid. C'est une bonne question. Il est notre porte d'entrée, c'est sûr. On apprend avec lui. Mais est-ce qu'il est vraiment maître de son destin? Ou juste un pion? Un pion d'une version future de lui-même ou de l'organisation Tenet. Le film joue beaucoup avec ça. Oui, il incarne cette tension entre libre arbitre et déterminisme. Et en face, on a Sator, Kenneth Branagh, excellent d'ailleurs. Glaçant. Il est plus qu'un méchant de blockbuster. Sa motivation, elle est hyper liée au temps, mais de façon tragique. Il est malade, il se sait condamné. Sa propre finitude. C'est ça. Et comme il peut communiquer avec le futur, un futur qui veut nous rayer de la carte, et qu'il a accès à l'inversion, il décide que si lui doit mourir, alors tout doit disparaître. Le désespoir absolu comme moteur. C'est terrible.
Son pouvoir sur le temps, c'est pas la liberté, c'est la confirmation de sa propre mort et de sa rage contre l'existence. Exactement, il est le reflet sombre du protagoniste, défini par le temps, mais de manière totalement nihiliste. Et au milieu de ces jeux de pouvoir très masculins, très conceptuels, il y a Kat, Elisabeth Debicki. Au début, elle fait un peu demoiselle en détresse, non? Prisonnière de Sator. Oui, au début, mais son rôle est capital. Elle amène l'humain, l'émotion brute. Son but à elle, c'est pas de comprendre l'entropie inversée. Non, c'est beaucoup plus terre à terre. Elle veut sauver son fils de ce père toxique. C'est tout. C'est cet amour maternel, cette volonté de protection qui la guide. Elle n'est pas juste une victime passive alors. Pas du tout. Elle apprend, elle navigue dans ce chaos, elle utilise même la situation parfois. Elle trouve une force incroyable là-dedans. Sa confrontation finale avec Sator, elle est très forte pour ça. Elle se bat pour sa liberté, celle de son fils, pour un futur tout simplement. C'est ça. Elle ancre le récit dans le viscéral, dans l'humain, pendant que le protagoniste et Neil sont souvent dans une logique plus mission, plus cérébrale. Un contrepoint nécessaire donc. Essentiel. Elle représente ce qui échappe au calcul froid, à la mécanique temporelle, les émotions, les liens, le désir d'une vie normale peut-être. Ça pose aussi des questions éthiques. Jusqu'où on va pour se libérer, pour protéger ceux qu'on aime, même quand les règles du jeu sont folles. Et ça nous ramène à ces concepts de fond. L'entropie par exemple, c'est un mot qui fait un peu peur. Comment le film s'en sert concrètement ? Alors en gros, l'entropie, c'est la tendance naturelle au désordre, à la dégradation. Le temps qui passe, quoi. Une tasse qui se casse, elle se recolle pas toute seule. D'accord. La flèche du temps, c'est lié à ça. Voilà. Et dans Tenet, la technologie d'inversion, elle permet de remonter localement ce courant d'entropie. C'est pour ça qu'une balle détire ou qu'un objet inversé qui est froid peut brûler parce qu'il absorbe la chaleur au lieu d'en donner. Malin ? Et Nolan utilise ça comme métaphore. Inverser le temps, c'est comme essayer de lutter contre la dégradation, contre la mort, ce que Sator veut faire à l'échelle cosmique. Mais le film montre bien que c'est pas si simple. Ça crée des paradoxes, des boucles. Cette phrase qui revient tout le temps, « ce qui s'est passé, c'est passé ». Ça veut dire qu'on ne peut rien changer au final. Ah, ça c'est la grande question philosophique du film. Il y a cette tension permanente entre le destin écrit d'avance et la possibilité d'agir, le libre arbitre. Les personnages luttent comme s'ils pouvaient changer les choses. Oui, le protagoniste lui-même, il crée Tenet dans le futur pour lancer la mission qu'il est en train de faire. C'est une boucle parfaite, un paradoxe de l'écrivain presque. C'est ça. Le film suggère peut-être que même si les grands événements sont fixés, la façon dont on les vit, les choix qu'on fait à l'intérieur, ça compte. L'ignorance du futur devient une arme, comme dit le protagoniste. C'est ça qui nous donne l'impression d'être libre. Et toute cette complexité, cette ambiguïté, ça se répercute directement sur nous, les spectateurs. C'est pas un film qu'on regarde tranquillement. Ah non, pas du tout. Faut être attentif, accepter de pas tout piger tout de suite. L'info est donnée au compte-gouttes, souvent dans le feu de l'action. Mais c'est voulu. C'est la démarche de Nolan. Il veut nous mettre dans le même état de confusion et de découverte que son personnage principal. Le montage lui-même est un puzzle. La forme qui épouse le fond, comme on dit. C'est exactement ça. Et c'est cette exigence qui a divisé, bien sûr. Certains trouvent ça prétentieux, froid, inutilement compliqué. Et d'autres crient au génie, à l'audace. Voilà. Ils saluent l'ambition de pousser les limites du cinéma narratif et la satisfaction qu'on a quand on commence à déchiffrer un peu. D'où le débat intense qui continue autour du film. On n'en sort pas neutre de Tenet. On est soit frustré, soit fasciné, soit les deux en même temps. C'est ça. Mais ça provoque une réaction. Ça pousse à y repenser, à en discuter. C'est peut-être ça la force d'une œuvre comme ça. Elle ne laisse pas indifférent. Tout à fait. Pour revenir à ton image du début, le miroir brisé, Tenet nous laisse avec ça. On voit des éclats, des reflets inversés, des morceaux de logique étranges, mais impossible de reconstituer une image simple, unique. Et peut-être que c'est pas le but. Peut-être pas. Ça nous rappelle que notre propre rapport au temps est compliqué. On vit vers l'avant, mais on comprend souvent après coup, en assemblant des souvenirs, des interprétations. Et peut-être que la clé, c'est pas de résoudre Tenet comme une équation, mais d'accepter son mystère, sa complexité. Oui, d'embrasser cette structure en boucle. Le film pose des questions vertigineuses sur le destin, le choix, le temps, et il nous laisse avec cette sensation d'avoir touché à quelque chose d'énorme, mais qui nous échappe encore un peu.
Au fond, cette vision éclatée du temps, qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire sur notre façon de voir notre passé, de vivre notre présent, d'imaginer notre futur? Belle question pour finir. C'est une question qui reste bien après le générique. Pour celles et ceux qui se sont aventurés dans Tenet, d'ailleurs, quelle a été l'expérience? Quelle interprétation? Quelle scène? Quel concept vous a le plus interpellé? Ce serait intéressant d'avoir des retours sur cette œuvre particulière. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette analyse. Oui, merci.